quels sont un peu les objectifs, quel est le cadre pour le management environnemental des entreprises et qu'est-ce qui est attendu des entreprises en termes de gestion de l'environnement. Alors, en fait, je vais vous montrer 2 slides. Donc, il y en a un, celui que vous avez sous les yeux. C'est plus sur le cadre international et le cadre surtout régulatoire de la gestion environnementale par les entreprises. Qu'est-ce qui est attendu des entreprises? Donc, dans la première colonne, en fait, j'ai rappelé un peu ce qui vient en fait des institutions internationales. Et ça, on y reviendra. C'est plus sur c'est comme des choses comme les accords de Paris ou les ODD, et c'est peut-être plus aspirationnel, et ça sera l'objet du deuxième slide, mais enfin comme ça fait partie du cadre un peu international, je l'ai quand même rappelé là. Et après, en fait, dans les 4 autres colonnes, vous voyez en fait les différents niveaux de cadre régulatoire qui s'opposent aux entreprises. Donc tout d'abord, vous avez tout ce qui est les outils d'institutions internationales qui sont spécifiquement conçus, en fait, développés pour les entreprises, donc les principes de l'OCDE, les principes de l'ONU, le Global Compact de l'ONU et les standards de performance. Alors, sur les principes de l'ONU, en fait, il n'y a pas un chapitre spécifique sur l'environnement, mais il est communément admis que l'environnement rentre dans le cadre des droits humains. Voilà. Et tous les autres outils dans cette colonne incluent donc l'environnement de manière spécifique. Je reviendrai après un peu sur le contenu. Après, vous avez les lois des pays. Donc, vous avez d'une part les lois nationales qui vont encadrer ce que les entreprises peuvent faire dans le pays. Et ensuite, vous pouvez aussi avoir des lois qui ont une portée extraterritoriale. Donc, dans celle-là, j'ai surtout souligné en fait la loi française sur le devoir de vigilance en matière de droits humains, donc qui s'oppose, qui est applicable aux grosses entreprises françaises pour leurs filiales et pour leurs fournisseurs à l'étranger, et qui inclut donc en particulier, qui inclut les droits humains, mais qui inclut donc spécifiquement, nominément, l'environnement. Après, vous avez tout ce qui est standard privé à portée universelle, enfin tout, en fait, il y a surtout ISO 26000. Et là, j'ai détaillé un peu les principes requis des entreprises en termes d'environnement, donc la responsabilité environnementale, principe de précaution, management des risques environnementaux et principe pollueur-payeur. Et donc, vous allez retrouver le même genre de choses dans les autres outils internationaux de la deuxième colonne. Et après, vous avez des standards privés sectoriels ou qui vont s'attacher à un aspect et là qui rentrent vraiment dans la régulation privée, donc qui sont volontaires de la même manière que les outils des institutions internationales et que les standards privés. Excusez-moi, il n'y a que les lois qui ont vraiment une force de loi. Donc ça, c'est c'est le cadre régulatoire. Si maintenant on passe au deuxième, en fait, on est plus sur en fait, les objectifs, la route, en fait, les objectifs environnementaux où l'ONU et derrière les 193 pays de l'ONU sont d'accord, enfin c'est des objectifs sur lesquels donc l'ONU s'est mise d'accord. Donc c'est principalement l'accord de Paris et les objectifs de développement durable de l'ONU. Et puis après vous avez d'autres textes, pardon, pas des steaks, mais des textes plus spécifiques qui vont détailler ça. Mais en gros, les 2 grands textes essentiels, c'est les ODD et l'accord de Paris sur le climat, pardon, hein, la COP 21. Et en fait, donc ça fait qu'on va passer dans la colonne gauche, de gestion environnementale avec des outils un peu classiques, tout ce qui est approche basée sur l'analyse du cycle de vie, des nouvelles technologies, la production propre, l'efficacité énergétique, l'achat durable, à quelque chose où il va falloir aller beaucoup plus loin et aller chercher en fait des modes de fonctionnement, de gestion beaucoup plus innovants. Donc j'en ai listé éco-conception, économie circulaire, économie de fonctionnalité. Donc au lieu d'acheter un produit, on va plutôt acheter l'usage de ce produit. Donc comme ça, le produit va pouvoir servir à plusieurs personnes. Donc louer une voiture plutôt que l'acheter. Économie du partage, donc pareil, c'est un peu différent, mais on partage aussi l'usage des choses. Écologie industrielle, donc on met plusieurs industries. Bon, je ne vais pas tout détailler, mais voilà, on va dans des concepts qui vont beaucoup plus loin. Donc c'est un peu, les entreprises doivent d'une part respecter le cadre régulatoire et de plus en plus il est attendu que pour permettre la transition écologique voulue par les ODD et l'accord de Paris, donc mettre en place de l'innovation avec en particulier ce que j'ai listé à droite. Donc voilà un peu pour le cadre qui s'impose aux entreprises. Maintenant je vais donner donc la parole à nos 2 intervenants, donc à Thierry Lenis de Diana Food, qui est une entreprise bretonne et qui
de manière très novatrice, en fait, mais Thierry vous en parlera mieux que moi, a, depuis la création, en fait, été basé sur le principe de récupérer des coproduits d'autres industries pour en faire des produits à vendre. Voilà. Bon, j'en parle sans doute très mal, donc je vais tout de suite laisser la parole à Thierry pour en parler. Et c'est Martienne en premier. Martienne est ingénieure spécialisée donc, sur l'environnement. Elle a travaillé donc, en cabinet, bureau de conseil sur l'environnement. Et elle a maintenant fondé son propre cabinet, le B2EUEP, si je ne me trompe pas dans les acronymes. Et voilà, et elle réalise donc des missions, entre autres pour les entreprises. Carl qui demande où est-ce que serait la place du label Lucie sur ton premier slide. Est-ce que c'est standard privé mixte? Et quel label fait référence pour choisir le bon label pour sa propre entreprise? Alors, pour moi, le label Lucie, je le mettrais dans les standards privés. C'est plutôt alors, en fait, c'est un standard, c'est un label qui est basé sur ISO 26000. Donc, c'est quelque chose qui est un peu dérivé d'ISO 26000. ISO 26000 en soi, ce n'est pas un standard certifiable. Ça a été une grande discussion au niveau du développement de l'ISO 26000, mais ce n'est pas un standard certifiable. On pourrait parler un quart d'heure, mais on ne va pas le détailler. Donc, du coup, certaines organisations ont développé des labels qui, eux, peuvent amener une sorte de labellisation, donc basée sur les critères d'ISO 26000. Mais c'est plus en plus une labellisation qu'une certification. Donc, dans le cadre de ce 8e séminaire en ligne sur les fondamentaux de RSE en rapport avec l'environnement, la grande question qui m'a été à laquelle il m'a été demandé de réfléchir, c'est quelle solution pour la mise en place d'un système de gestion de l'environnement. Alors, quelques 3 points essentiels au menu de la présentation. D'abord, partager un peu des facteurs prépondérants que j'ai observés dans le cadre de ma modeste expérience en matière de mise en place de systèmes de management environnemental. Un petit rappel en termes d'objectifs d'une démarche environnementale et l'approche que nous avons conçue derrière toutes les normes qui existent, les textes de loi qui régulent la gestion de l'environnement dans l'ensemble, une démarche, un essai pour présenter un peu concrètement comment cette démarche est mise en œuvre. Et puis après, une slide de conclusion. Parmi les éléments que nous avons qui ont attiré notre attention dans le cadre de la mise en place d'un système de management environnemental, il y a notamment l'origine des fonds. Donc, si les fonds sont nationaux, d'origine africaine, je vais dire ça comme ça globalement, ou s'ils sont d'origine euro-américaine, ou s'ils sont d'origine asiatique, ils ont une influence très importante ils influencent soit positivement, soit négativement la mise en place d'un bon système de management environnemental, notamment en ce qui concerne la culture environnementale et la capacité de soutenir financièrement le développement de ce système de management environnemental. Il y a aussi un élément qui nous a frappé au fur et à mesure de l'exercice de ces missions-là, c'est que très souvent dans l'imagerie populaire, l'on confond souvent dans une entreprise, s'il y a un département environnement, s'il y a un responsable PHSE, on pense que le fait d'avoir un département ou un responsable, on a la certitude qu'il existe un système de management environnemental efficace et puis performant. Donc, il y a ce facteur qui nécessite qu'on enlève un certain nombre de voiles. Alors, l'autre élément essentiel, c'est vraiment la satisfaction du client, pas en termes du produit ou du service qu'on lui rend, mais surtout en termes de sa capacité à comprendre les exigences environnementales, à les maîtriser. Je prends souvent pour anecdote que lorsque je vais dans un supermarché en Afrique, et que je prends un produit, quand je regarde son étiquetage, si vous posez la question à 2 ou 3 personnes, ce qui les intéresse sur cet étiquetage, vous verrez bien qu'ils vont vous dire c'est la date de péremption. Alors qu'au-delà de la date de péremption, il y a un certain nombre d'événements qui renseignent sur le circuit environnemental que ce produit par lequel est passé ce produit
ou ce service d'une manière ou d'une autre et qui peut permettre aux clients d'apprécier plus en connaissance de cause ce produit-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une clientèle à viser, mais la proportion est vraiment elle est encore en dessous de la moyenne en Afrique globalement. On peut avoir quelques exceptions. Et d'autre part, la maîtrise des impacts d'un produit sur l'environnement. Donc, le client, la satisfaction n'est pas surtout une satisfaction en lien avec les impacts du produit sur l'environnement. Alors, il y a aussi un autre élément, c'est celui du système de comptabilité environnementale au sein d'une entreprise. Alors, le système de management environnemental dans une entreprise peut avoir un impact positif ou négatif dans la trésorerie générale de l'entreprise. Quand on parle d'actifs ou de passifs, on fait référence, par exemple, il y a une corrélation entre les emplois et les ressources, les charges et les produits. Donc, lorsqu'on questionne le système environnemental, le système de gestion environnementale dans une entreprise, il faut aussi se questionner sur le rendement, il faut se questionner sur les pertes, il faut se questionner sur les opportunités d'affaires, il faut se questionner aussi sur les bénéfices et introduire ça dans le système de comptabilité de trésorerie générale de l'entreprise. Maintenant, un autre élément, un autre facteur prépondérant, c'est le rôle des agences de normalisation en Afrique. Alors, on sait bien qu'elles ont il y a ces prérogatives d'évaluation et de certification et même de normalisation, mais il manque un peu de formation, de conseil, il manque aussi le développement des solutions d'accompagnement. J'ai mis en bas de la slide l'exemple, par exemple, d'Indico en France, qui a été développé par l'ANO, qui est un outil de performance. Maintenant, je ne l'ai pas noté sur la slide, mais il y a aussi le passage du respect des obligations réglementaires avec pour aller vers des approches volontaristes. C'est la transition pour partir, par exemple, de plans de gestion environnementale, ici des études, des évaluations environnementales, vers un processus de mise en œuvre volontaire, de gestion volontaire de l'environnement au sein d'une entreprise. C'est un élément que je n'ai pas mis, mais c'est un peu un élément qui est transversal à tout ce que j'ai cité. Il y a certainement d'autres facteurs prépondérants que l'audience en online connaît ou maîtrise, mais ça, ce sont ceux-là qui nous frappent depuis de voir comment ils influencent vraiment les processus de mise en place de démarche environnementale. Alors, pourquoi habituellement on met en place une démarche environnementale? C'est globalement dans l'ensemble, de manière non exhaustive, pour identifier les aspects environnementaux de l'entreprise, en évaluer les effets et puis fournir un cadre de planification et de gestion qui puisse permettre d'en maîtriser les impacts. C'est aussi pour une entreprise de se positionner au-delà de la réglementation pour véhiculer dans le cadre de son processus de production des valeurs, quelles qu'elles soient, celles du développement durable. Il y a aussi la réduction des coûts. On parle des coûts des déchets, de consommation. Là, on parle vraiment des systèmes de consommation et de production propres qui intègrent les coûts. Au-delà de ça, il y a aussi la finalité d'améliorer le potentiel de compétitivité et d'attractivité de l'entreprise. Et puis, sa capacité aussi d'aller vers de nouveaux marchés, de pouvoir avoir une spéculation qui puisse l'amener vers de nouveaux marchés. Alors, globalement, ce qu'il faut retenir de la démarche environnementale, c'est que c'est un ensemble de processus, moi j'aime bien dire un ensemble de processus volontaires qui sont soutenus par une panoplie de normes. Je remercie déjà Joël qui a vraiment anticipé sur l'éventail des normes qu'elle a partagées avec nous. Mais il y a par exemple la norme ISO 14001 qui est spécifiquement qui concerne spécifiquement le management environnemental. Et à cela, il faut corréler cela avec les normes de sécurité, de qualité, d'hygiène pour pouvoir faire entrer le système de management environnemental dans un système plus intégré qu'on appelle souvent le management intégré. Alors, pour faire un petit focus sur, toujours en parlant de l'objectif d'une démarche environnementale, sur cette slide, je vous présente les étapes
pour la mise en œuvre d'un système de management environnemental. En fond d'écran, vous avez les étapes telles qu'elles étaient dans la version ISO 14001-2004 et vous avez un peu en surbrillance en bleu les différentes étapes qui sont rappelées dans la version 14001, ISO 14001 de 2015. Alors, il y a globalement dans le cadre de cette révision quelques atouts qui ont été consolidés, notamment la réduction des impacts environnementaux significatifs, la préservation de l'environnement, la réponse aux questions d'urgence qui existaient déjà, la conformité à la réglementation et les autres exigences, mais aussi le leadership. Alors, au-delà de ça, les quelques nouveautés que la norme ISO 14001 de 2015 apporte, c'est vraiment le contexte et les parties intéressées. Vous le voyez, à l'étape 1, il faut appréhender le contexte dans lequel évolue l'organisme, l'approche processus, parce qu'avant, on avait l'impression que c'était une démarche assez linéaire, mais c'est une approche processus. Ça veut dire qu'au-delà de la norme, il y a un certain nombre de processus. Et donc là, on parle de facilité en processus. Et quand on parle de facilité en processus, il y a une dynamique derrière cette manière de voir, c'est-à-dire on s'intéresse à tout ce qu'il y a dans l'entreprise, mais on innove en termes d'approche de facilitation de ce processus, soit en termes d'outils, soit en termes de méthodologie, soit en termes d'engagement des parties prenantes, soit en termes de planification, des cadres de gestion et de suivi de la gestion. Il y a également la prise en compte du cycle de vie des produits et services en termes de nouveautés, l'alignement stratégique et l'amélioration des performances. Donc, au vu donc de cela, nous, à notre niveau, on a travaillé notre approche. On ne va pas vraiment tout dérouler, mais on va donner un peu quand même quelques orientations, quelques grandes orientations de cette approche. La première chose sur laquelle nous travaillons, c'est l'attitude, parce que les actes sont liés à la manière dont on réfléchit. Donc, pour pouvoir engager une démarche environnementale, mettre en place un système de management environnemental ou de gestion environnementale, il faut s'interroger sur les motivations. Et très souvent, en Afrique, c'est parfois un effet de mode, c'est-à-dire que tout le monde va vers la certification, tout le monde va vers la labellisation, et donc tout le monde cherche à faire de la gestion environnementale. Et donc, du coup, les motivations intrinsèques propres à l'entreprise qui découlent de la bonne compréhension du cadre dans lequel il s'insère, de son contexte et tout le reste ne permettent pas, l'instance managériale n'a pas vraiment du recul pour voir quelles seraient les motivations émergentes pour elle pour pouvoir entrer dans cette démarche-là, pardon. C'est juste que j'ai vu qu'il ne me restait pas beaucoup de minutes, donc je vais aller très rapidement. Et donc, on s'est inspiré aussi pour développer notre approche de la démarche de planification de gestion orientée vers l'impact, parce que très souvent, on parle des effets, mais les effets, c'est à terme qu'on voit les impacts des effets. Et ça, on va un peu plus loin, par exemple, que l'approche basée sur les résultats qui font référence aux effets pour aller un peu vers la gestion orientée vers l'impact. Et quand vous regardez ce cadre, vous voyez donc c'est vraiment de créer un ensemble de capacités, de conditions pour pouvoir définir ou alors mettre en place cette dynamique, ce processus vers la gestion environnementale et pour soutenir, créer des conditions idoines, quelles qu'elles soient, pour pouvoir soutenir la faisabilité et la performance à terme de ce système. Alors, globalement, en termes de démarche, vous voyez que de manière transversale, il y a l'amélioration continue qui constitue dans la norme ISO 14000-2015 l'étape 9. Alors, on se questionne sur les enjeux de management environnemental. Est-ce qu'ils sont forts, faibles, ainsi de suite. On analyse les thématiques environnementales qui sont en lien avec l'entreprise et son activité. On se questionne sur les métiers de l'environnement. On a parlé d'éco-attitude, c'est-à-dire la responsabilité même de l'entreprise dans sa décision de s'engager ou
du leadership managérial dans sa décision de s'engager. Mais aussi, on a l'éco-conception, l'éco-production. Le prochain orateur va parler donc d'un éco-produit tout à l'heure. Donc, la production et la consommation, les modes de production et de consommation durable. Donc, on s'interroge sur toutes ces questions-là pour pouvoir un peu faire émerger par la suite des pratiques et des dispositions de management environnemental. Est-ce qu'elles sont existantes? Si elles existent, quel est leur niveau de performance et comment est-ce qu'on peut les améliorer? Qu'est-ce qui peut être enlevé? On questionne la politique environnementale si elle existe. Je dis toujours qu'il y a toujours une politique environnementale. Même si elle tient à mettre en place une cellule environnement, c'est déjà un pas. Mais au-delà de ça, il faut donc voir comment faire fonctionner cela, comment intégrer cela dans le management de l'entreprise afin de pouvoir permettre à ce que cela rentre dans la culture entrepreneuriale de l'entreprise. On va également évaluer le programme des activités et des actions. On va se questionner ou alors on va interroger l'organisation et la responsabilité. J'ai parlé tout à l'heure des métiers de formation. C'est un peu une action prospective qui vient après, c'est-à-dire on a l'état de référence et après on va questionner cet état de référence pour qu'il nous renseigne un peu plus sur les opportunités et le potentiel sur lequel on peut se baser pour proposer quelque chose. À la suite de cela, on va donc faire un peu, dans cette slide que je vais très rapidement afficher dans l'ensemble, il y a un peu deux approches de travail qui sont juste à poser. Il y a d'abord qu'on veut regarder les éléments environnementaux en eux-mêmes, en termes de leurs acquis et de leurs atouts, de contraintes et des opportunités pour l'entreprise au sein de l'entreprise et l'impact sur le service ou le produit que l'entreprise essaye de mettre en valeur ou de promouvoir. Mais au-delà de ça, on va aussi faire un travail sur l'échelle de grandeur du niveau d'atteinte des aspects environnementaux sur ces éléments environnementaux en termes d'incidence, d'occurrence, de criticité. Donc, derrière ça, il y a beaucoup d'outils et d'approches de facilitation qui sont utilisées qu'on ne saurait totalement développer, mais c'est cette dualité que je voulais mettre en avant pour l'audience qui m'écoute en ce moment. Alors après, on va aboutir à une gestion environnementale. Habituellement, quand on parle de gestion environnementale, on voit directement le plan de gestion environnementale et on oublie que derrière ça, il faut que ce soit un processus itératif qui va intégrer la vision stratégique. Et très souvent, certaines entreprises l'expriment sous la forme d'un slogan. Après, il y a la déclinaison des objectifs, des finalités stratégiques. On a, par exemple, le rappel du bilan de performance. Aucune entreprise ne part avec un niveau zéro en matière de gestion environnementale. Il y a toujours des acquis. C'est à l'auditeur ou alors à l'équipe interne de facilitation de ce processus au sein de l'entreprise. Et je conseille toujours qu'il y ait toujours une équipe interne qui serve de noyau parce que comme c'est un processus dynamique et qui s'étend, qui est perpétuel, continuel dans l'entreprise, il faut qu'il y ait une équipe de facilitation qui déclenche à chaque fois un processus de révision, de mise à jour, ainsi de suite. Donc, il y a l'élaboration du cadre de mise en œuvre, la mise en place du cadre de suivi et évaluation, l'élaboration du plan de communication. Effectivement, vous voyez transversalement l'amélioration continue. Donc, voilà dans l'ensemble ce que j'avais souhaité partager avec vous un peu au pas de course. Mais pour revenir donc à la question initiale, quelle solution pour mettre en place un système de gestion de l'environnement? C'est aussi répondre à la problématique de développement durable qui est celle de comment concilier le potentiel énorme des activités de production avec celle des exigences de protection de l'environnement. Je vous dis que je ne suis pas fan des solutions toutes faites et je pense qu'il n'y a pas de solution toute faite. Mais dans le contexte africain, je pense qu'il y a quelques pistes qu'on peut tous ensemble explorer, notamment encourager la recherche et le développement et puis promouvoir l'expérimentation contextualisée. Et on peut démultiplier l'expérimentation par des partenariats stratégiques. On peut renforcer la capacité d'accompagnement des agences de normalisation, mais au-delà aussi de renforcer la capacité d'accompagnement des agences de normalisation, il faut aussi s'intéresser aux banques d'investissement locales. Comment est-ce qu'elles encadrent le soutien et le financement à l'entrepreneuriat en termes de conditionnalité en matière de gestion de l'environnement?
Ce qui serait aussi intéressant, c'est d'identifier des niches d'opportunités pour le système de management environnemental dans le cadre de, par exemple, si je prends le cas du Cameroun où on a un guichet unique, comment est-ce que ce guichet unique de création d'entreprises et au-delà de suivi de l'activité des entreprises au fil des temps peut garantir la, comment je vais dire ça, la, 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 la la densification au niveau opérationnel des sources de sensibilisation, comment est-ce qu'elle peut être un acteur de sensibilisation auprès des entreprises pour les pousser à aller vers cette direction-là? Il faut promouvoir et changer l'excellence entrepreneuriale en matière de développement durable dans l'ensemble. Et je pense aussi qu'il est important de renforcer voilà, je l'avais déjà dit, je vais dire 2 fois, donc c'est un élément qui s'est glissé 2 fois. Donc, c'est pour revenir sur la capacité d'accompagnement des agences de normalisation et des banques d'investissement à l'entrepreneuriat. Je pense que l'audience online a aussi quelques solutions et quelques pistes qu'ils ont pu explorer et que j'aimerais bien, que je souhaiterais bien avoir en partage avec eux. Et je vous remercie. Monsieur Kaba demande s'il y a une technique standard pour la réalisation des études d'impact environnemental et social. Oui, je pense qu'il n'y a pas une technique standard. La question de M. Kaba vient de ce qu'on a des textes de loi, si on parle des études d'impact en particulier, qui encadrent un peu le processus. Et dans cet encadrement de processus, ça laisse très peu de liberté à l'émulation des bureaux d'études ou alors à la capacité des bureaux d'études de comprendre le contexte et de définir, par exemple, dans les termes de référence, le cadrage des termes de référence, ce sur quoi on doit plancher. Moi, je dis toujours qu'une étude d'impact environnemental et social, même si elle aborde le même secteur, même si on a les mêmes, c'est le même projet, mais il suffit qu'on le déplace d'une région à une autre, d'un site à un autre, ça fait toute la différence. Et donc, il n'y a pas une manière standard, il y a une démarche. Et cette démarche, on peut la développer, on peut la contextualiser. Il y a des outils. Et voilà, il n'y a pas quelque chose d'assez standard. Et puis, le contexte dans lequel on travaille nous amène à développer de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières de procéder. Donc, il n'y a rien de standard. Mais il y a un cadre assez standard qui organise, qui régule, qui oriente tout cela. Question, donc il y a Karl Siedel qui pose une question, donc Karl qui est acheteur de matières premières, donc c'est une question un petit peu plus spécifique, il demande quelle pourrait être son action en faveur de l'environnement, de l'éco-conception, un cahier des charges en lien avec la production agricole. Et la question suit, pouvez-vous donner un exemple d'action SME au sein des achats? Je peux avoir des éléments qui pourraient l'aider à refaire, mais comme je le dis, ma préoccupation quand je donne des réponses, c'est de me dire est-ce que la personne va l'appliquer comme ça ou alors la personne va contextualiser à son élément. Alors, donc, quelle serait son action en faveur de l'environnement éco-conception? Oui, on peut faire de l'éco-conception, mais l'action que l'on doit faire en faveur de l'environnement dépend déjà de ce que vous faites. Vous dites acheteur de matières premières. De quelle matière première il s'agit? Où est-ce que vous l'achetez? Quelle est la finalité dans la transformation, ainsi de suite? Vous ne devez pas seulement vous préoccuper de ce que vous achetez, vous devez vous préoccuper de comment vous le distribuez, vous devez vous préoccuper de toute la chaîne de production, de toute la chaîne de votre achat et des externalités de votre achat. Donc, la matière première que vous achetez, est-ce qu'elle est, prends un exemple comme ça, juste pour vous montrer un peu les réflexions. Je vous ai dit, on commence toujours par une réflexion stratégique pour vous dire un peu les questionnements stratégiques qui doivent vous monter à l'esprit. Est-ce que cette matière première, quels sont les intérêts des parties prenantes par rapport à cette matière première? Est-ce qu'elle est sollicitée par beaucoup de personnes? Est-ce qu'elle est utilisée par beaucoup de personnes? Cette matière première, est-ce qu'elle est en grande quantité? Est-ce que on ne risque pas une rupture de stock à un moment donné? Comme je disais, vous l'achetez en ville ou en campagne, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment à partir de ces questions stratégiques que vous pouvez définir votre manière de faire votre éco-conception. Vous pouvez écrire votre cahier de charges en regardant un peu les standards que les normes vous donnent. Oui, donner un exemple d'action SME au sein des achats. J'avoue que je n'ai pas encore exploré ce domaine-là, mais je pense que si vous abordez la question sous l'angle sur lequel je suis en train de vous le conseiller, vous pourrez bien évidemment
avoir quelques actions. Mais je pense aussi que vous pouvez me contacter en privé pour que nous puissions élargir cette question et je vous poserai d'autres questions plus spécifiques et certainement qu'on pourra arriver à des réponses qui puissent vous satisfaire dans votre cas précis. Dans l'expérience du Cameroun, combien d'entreprises ont déjà mis un système de management environnemental en place? Alors, dans l'entreprise de Cameroun, je n'ai pas les statistiques. C'est une statistique qui m'a manqué parce que je ne voulais pas chercher dans les éléments de statistiques de peur de ne donner que les statistiques du Cameroun. Mais je connais bien, si c'est vraiment Madame Itoa du Congo, je vais checker l'information et je vais la lui communiquer. Je peux me rapprocher de l'agence de normalisation, mais beaucoup d'entreprises on voit beaucoup d'entreprises qui vont de plus en plus dans ce sens-là, en termes surtout de certification.